Octobre 1878, dans la vallée de Clearwater, territoire du Montana. Les premières neiges avaient déjà légèrement recouvert les sommets imposants, offrant un contraste blanc éclatant au bleu profond du ciel d'automne. Dans la vallée, l'atmosphère était vive, portant les arômes distincts de pin et de foin séché. C'était une odeur signalant une préparation intense. Chaque habitation voyait un homme, soit inspecter les bardeaux sur le toit, soit presser un nouveau calfeutrage dans les interstices des rondins. Tous les hommes, sauf Carl Vogel. Il était occupé à couper du bois, ses coups de hache résonnant avec une cadence régulière et calme. Les murs de leur cabane, cependant, étaient pris en charge par sa femme, Annalise. Ce qu'elle faisait était sans précédent. Au lieu de sceller l'extérieur, elle appliquait du plâtre à l'intérieur. Utilisant une mixture ressemblant à peine plus qu'à de la boue sombre et grossière, elle travaillait sous l'éclairage d'une lanterne solitaire. Elle étalait méticuleusement l'étrange mélange sur les rondins de pin brut. Ce n'était pas seulement un mélange d'argile et de sable. Y étaient incorporés des seaux de fines cendres de bois grises, recueillis de chaque foyer de la communauté. Il y avait aussi du crin de cheval grossier, qui donnait une consistance fibreuse et filandreuse à la pâte. Johan MacLeod, un constructeur responsable de plus de 30 structures dans la région, les mains marquées d'échardes et de callosité, s'arrêta à son retour du comptoir commercial. Il s'appuya contre la clôture inachevée, le visage déformé par la perplexité et un sentiment d'affront professionnel. Il s'écria « Annalise !» Sa voix portait le ton profond et assuré d'un Écossais. « Que diable faites-vous à cette cabane? Un mur en rondin nécessite une ventilation. Si vous le scellez comme une crypte, le bois de cœur pourrira d'ici le printemps. » Annalise continua sa tâche sans interruption. Elle se contenta d'enfoncer une truelle chargée du composé sombre dans un interstice. Ses gestes étaient fluides et experts. Elle jeta un coup d'œil en arrière, le visage strié de gris. « Il ne pourrira pas, Ewen, » déclara-t-elle. Sa voix, douce mais distincte au-dessus du bruit régulier de la hache de son mari, déclara « Il respirera, mais pas de l'intérieur. » MacLeod répondit en secouant la tête, un profond soupir de commisération lui échappant. Il percevait une femme commettant une grave erreur, mal avisée. Il voyait une cabane bien construite, témoignage du dur labeur de Carl, compromise par des idées étranges et désuètes. Pourtant, Annalise Vogel ne construisait pas une chambre funéraire. Elle créait un vaisseau isolé. Puis, lorsque le blizzard monumental de 78 frappa, un événement hivernal destiné à être raconté pendant 100 ans. La distinction entre ventilation interne et externe se manifesterait par une étonnante variation de température de 68 degrés. Pour découvrir des techniques de survie oubliées de la frontière et voir comment la physique de base pouvait déterminer la survie, abonnez-vous à notre chaîne. Chaque semaine, nous révélons une méthode perdue, démontrant que les approches traditionnelles offraient souvent les solutions les plus intelligentes. La dérision, cependant, commença rapidement à se propager. Annalise Vogel était considérée comme une étrangère. Ses origines se trouvaient dans les forêts épaisses et séculaires du sud de l'Allemagne. Ses pratiques divergeaient de celles de la frontière américaine, qui privilégiait la rapidité, l'utilité et les techniques établies. Son père n'était ni bûcheron ni menuisier. Il était Karel Offenbauer. Il était un maître artisan des poêles en céramique massif, accumulateur de chaleur, qui servait de cœur chaleureux aux foyers ruraux allemands. Elle-même n'avait pas été élevée avec une hache, mais avec une truelle, maîtrisant l'art complexe de l'argile, du sable et du feu. Elle comprenait que la chaleur se comportait comme une entité timide, facilement perturbée et sujette à se dissiper rapidement. Son expertise provenait d'un environnement alternatif, où le combustible était rare et les hivers longs et humides. Au-delà du froid intense, cette fusion de connaissances, souvent un catalyseur de progrès, était perçue dans la vallée de Clearwater comme un simple manque de compréhension. La désapprobation commença avec la déclaration experte d'Johan MacLeod, se propageant dans la petite communauté à la vitesse d'un feu de forêt. En tant que constructeur expérimenté et figure d'autorité,
Il déclara aux hommes rassemblés à la forge du forgeron: « J'ai vu du bois pourrir à cause de l'humidité interne en une seule saison. » Il expliqua: « La circulation de l'air est cruciale. C'est le but du calfeutrage. Il scelle les grandes ouvertures tout en permettant au bois de libérer son humidité. » Il compara ensuite sa méthode à envelopper une personne humide dans une toile cirée. Elle sera protégée du vent, mais trempée de sa propre transpiration. Son raisonnement, ancré dans des décennies de pratiques de construction conventionnelles, était indéniablement solide. Il illustrait parfaitement une solution correcte appliquée à un problème non pertinent. Par la suite, une figure de la communauté émergea. Silas Croft, un fermier dont les opinions dépassaient ses possessions foncières. Silas possédait un talent distinct pour créer des expressions mémorables. Il avait observé Annalise et ses enfants, Liselle, 8 ans, et Jacob, 6 ans, transportant des seaux de cendres des foyers communs. « Regardez-les », avait-il bruyamment proclamé à l'épicerie, au grand amusement de tous. Ils construisent une habitation à partir de simples restes. Il affubla sa création d'un surnom moqueur, le palais de cendres. Le nom devint rapidement permanent. Sa nature dédaigneuse était dure, dépeignant ses efforts méticuleux comme une lubie enfantine, quelque chose de sordide et de rudimentaire. Le fardeau pesait le plus lourdement sur son mari. Karl était un homme honorable, estimé pour sa prouesse physique et sa maîtrise de la hache de guerre. Il avait personnellement abattu, façonné et entaillé chaque bûche pour leur résidence. La moquerie de la communauté envers le projet de sa femme lui semblait une offense personnelle à son propre savoir-faire. Le critique de la famille arriva en la personne de son propre beau-frère, Thomas, qui était venu de la vallée adjacente. Il se tenait à l'intérieur de la cabane partiellement enduite, où l'atmosphère était dense de l'odeur terreuse de l'argile humide. Son expression était empreinte d'une profonde pitié. « Annelise, Karl », prononça-t-il, s'adressant à son beau-frère plus directement qu'à sa sœur. « Les gens bavardent. Ils prétendent que vous construisez une simple grotte, pas une habitation digne de ce nom. » Il désigna le mur lisse et gris foncé. « Savez-vous à quoi cela ressemble ?» demanda-t-il. « On dirait que vous manquez de confiance en votre propre savoir-faire, Karl. C'est comme si les bûches n'avaient pas été correctement jointes, et maintenant vous êtes obligé de les cacher avec de la boue. » Ce soir-là, le plein impact de la critique pénétra finalement la petite cabane. Karl était assis à table, passant une pierre à aiguiser humide sur le tranchant de sa hache. Le seul son audible était le raclement métallique. « Il a raison », concéda Karl, évitant son regard. « Il croit que mon assemblage est inadéquat. » Annelise s'approcha et posa doucement sa main sur la sienne. Ses mains étaient gercées et décolorées par le plâtre. « Votre assemblage est impeccable, » affirma-t-elle. « Le problème vient du bois lui-même, pas des bûches individuelles, mais du concept inhérent d'utiliser des bûches. » Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Dans l'atelier de mon père, le four exigeait une perfection absolue. Même une minuscule fissure laisserait la chaleur s'échapper, ruinant ainsi la poterie. Il m'a inculqué que le véritable adversaire n'est pas le froid, mais plutôt l'air en circulation. Une maison criblée de minuscules fissures invisibles est semblable à un four incapable d'atteindre sa température prévue. Nous ne cachons pas vos efforts, Karl. Nous les protégeons. » Sa conviction était inébranlable, comme une forteresse. Elle articula des principes de physique en utilisant le vocabulaire pratique d'une artisane qualifiée. Il détourna son regard de son expression résolue vers ses enfants endormis, dont les poitrines se soulevaient et s'abaissaient doucement à la lumière vacillante de la lampe. Il fit un hochement de tête sec et unique. « Termine les murs », ordonna-t-il. « Nous leur prouverons qu'ils ont tort. » La dernière objection officielle émana de M. Davis, l'agent foncier du chemin de fer. Il incarnait les réglementations institutionnelles. Il se présenta pour une inspection standard, portant son grand livre et son instrument d'écriture. Il entra dans la cabane et s'arrêta brusquement. Il tapota ensuite l'un des murs en train de durcir avec un ongle propre.
Cela produisit une résonance ferme, presque rocheuse. « Madame Vogel » commença-t-il, son ton était sec et inflexible. La méthode de construction prescrite pour ces concessions de terre est explicitement détaillée. Construction en rondins utilisant de l'étoupe et du mortier de chaux pour le calfeutrage. Ce revêtement interne est absent de tout manuel que j'ai consulté. Il consigna une entrée dans son grand livre. Je ne peux pas accorder d'approbation officielle. Cela constitue une technique non vérifiée. Les implications financières étaient désormais sans équivoque. Si la cabane s'avérait insuffisante, leur droit aux 160 acres serait compromis. Ils avaient investi presque toutes leurs ressources dans des outils, un chariot, une paire de bœufs et les frais d'acquisition du terrain. Le coût des matériaux pour l'enduit était insignifiant, provenant de l'argile gratuite des berges de la rivière. La cendre était obtenue gratuitement à partir des déchets de leurs voisins. Cependant, les conséquences de l'échec étaient désormais absolues. Le ridicule avait persisté pendant 1 mois, et toute justification éventuelle devrait durer toute leur vie. Annalise se contenta d'un hochement de tête à M. Davis. La saison hivernale révélera quelles décisions étaient prudentes et lesquelles étaient mal avisées, fit-elle remarquer. Ce n'était pas un acte de défi, mais plutôt une affirmation de la réalité. Si elle avait confiance en l'argile, le vent était une toute autre affaire. Là où d'autres ne voyaient que de la boue et de la cendre, Annelise reconnaissait une substance composite avancée, une barrière imperméable. Son but était de contrecarrer la principale voie d'échappement de la chaleur. Dans une cabane en rondin, le problème n'était pas le transfert de chaleur à travers le bois massif de près d'1 pied d'épaisseur, mais plutôt la pénétration de l'air. La difficulté réelle résidait dans la convection. Le froid ne traversait pas les murs. Au lieu de cela, il s'infiltrait par d'innombrables petites ouvertures, fissures et trous minuscules, imperceptibles. Sa méthode était minutieuse, une compétence qu'elle avait acquise en observant son père. La première étape impliquait l'argile. Elle était sélective quant à sa boue. Elle et les enfants l'extrayaient d'un coude particulier de la rivière Clearwater, où l'eau coulait doucement, s'assurant que le sédiment était exempt de roches et de fines particules. Leur objectif était de trouver une argile très malléable, propre à former une pâte uniforme et présentant une contraction minimale au séchage. L'argile était évaluée en la façonnant en brins minces. Sa qualité était confirmée si elle pouvait être courbée en un petit anneau sans développer de fissures. Environ 800 livres de ce matériau furent transportés à la cabane à l'aide de seaux en bois. Le composant suivant était l'agrégat, du sable fin de rivière filtré à travers un tissu grossier, destiné à donner de la consistance à l'enduit et à empêcher l'argile de se fissurer pendant son processus de prise. Bien que cette méthode fût conventionnelle, l'élément véritablement innovant était la cendre, qui servait à bien plus qu'un simple remplissage. Grâce à l'expérience de son père dans la construction de fours, Annelise comprit que la cendre de bois finement broyée, combinée à l'argile et à l'eau, initiait une transformation chimique progressive. Il s'agit d'un processus pouzzolanique, reflétant le concept fondamental du béton romain. La silice et l'alumine, présentes dans la cendre, interagissent avec l'hydroxyde de calcium de l'argile, créant des composés cimentaires robustes. Cela rendait l'enduit plus résistant, plus durable et plus imperméable à l'eau. Mais sa caractéristique primordiale était la dimension de ces particules. De minuscules particules de cendre occupaient les espaces entre les grains plus gros d'argile et de sable. Il en résultait une substance présentant une pénétration d'air exceptionnellement faible. Cela représentait un précurseur du XIXe siècle des méthodes d'étanchéité à l'air contemporaines. Le dernier composant était l'agent liant, le crin de cheval. Provenant du forgeron local, ces longs poils robustes fonctionnaient comme un renfort fibreux naturel, conférant une résistance à la traction à l'enduit. Cela servait un but similaire à celui des armatures dans le béton contemporain, empêchant les fissures si les rondins de la cabane venaient inévitablement à se tasser ou à bouger. Les proportions étaient exactes. 3 parts d'argile, 2 de sable
et une de cendre tamisée, ainsi qu'une quantité généreuse de crins de cheval séparés à la main. Elle les combina dans une grande bassine en bois avec de l'eau, obtenant une pâte dense et uniforme. L'application s'avéra être l'étape la plus difficile. Les surfaces intérieures des rondins étaient rugueuses et irrégulières. Initialement, elle pressa une couche substantielle dans les espaces plus larges entre les poutres, établissant une base ferme et ininterrompue. Après cela, elle appliqua la couche principale. Cette couche mesurait environ 1 pouce d'épaisseur, couvrant toutes les surfaces du sol au plafond. Sa truelle glissait avec une élégance innée, transformant la substance gris foncé en un revêtement lisse et unifié, qui enveloppait chaque rondin, chaque jointure et tous les points de fuite possibles. Vue de l'intérieur, la cabane ne ressemblait plus à une structure construite en rondins. Au lieu de cela, elle semblait avoir été sculptée dans un seul bloc de pierre sombre et malléable. Une nuit, après avoir terminé le dernier mur, Karl caressa la finition humide et fraîche. « C'est solide », commenta-t-il. « Pourtant, Ewen prétend que les rondins vont pourrir. » Annalise ramassa un petit morceau de pain laissé sur le sol. Elle le leva et dit « C'est du bois. Il est rempli de minuscules tubes, comme un paquet de paille. Quand le vent souffle à l'extérieur de la maison, il crée une différence de pression. Cela aspire l'air chaud de l'intérieur de la maison à travers ces tubes, à travers le grain du bois lui-même. Leur enduit ne scellait que les grandes fissures entre les rondins. Les rondins eux-mêmes laissaient encore échapper de l'air par chaque recoin de leur surface. Puis elle fit une déclaration qui changea complètement la perspective. Un morceau de physique exprimé avec une poésie profonde. Ce qu'elle avait tiré d'une vie d'expérience en gestion de la chaleur. Une maison n'est pas une forteresse pour empêcher le froid d'entrer. C'est un récipient pour garder la chaleur à l'intérieur. Nous ne construisons pas des murs, nous érigeons les parois d'un bol. Son intuition a inversé la sagesse conventionnelle. Il ne luttait pas contre le froid, il protégeait la chaleur. L'enduit avait 2 fonctions. Premièrement, son étanchéité à l'air empêchait les courants de convection d'infiltration d'air, principale cause de perte de chaleur. Deuxièmement, étant appliqué à l'intérieur, il permettait aux épais murs de rondins de fonctionner comme un accumulateur de chaleur. La chaleur du foyer chaufferait l'enduit. La chaleur s'infiltrerait ensuite lentement dans les 12 pouces de pain massif derrière. Les rondins deviendraient un immense réservoir de chaleur, protégés du vent extérieur par leur masse, et des pertes de chaleur intérieures par la membrane étanche à l'air d'Annelise. La maison ne ferait pas que retenir la chaleur, elle l'accumulerait. L'enduit mit 3 semaines à sécher complètement. La cabane était imprégnée d'une odeur de terre sèche, lente et rustique. Annelise maintenait un petit feu faible pour contrôler le processus, permettant à l'humidité de s'échapper lentement. Quand la première gelée sévère de novembre arriva, les murs étaient d'un gris pâle uniforme et dur au toucher. L'air à l'intérieur était différent. L'espace était toujours complètement, profondément silencieux. Pas de courant d'air dans la nuque. Pas de point froid près des murs. Le silence était plus profond. Le monde extérieur plus feutré. Le bol était prêt. Maintenant, il ne leur restait plus qu'à attendre l'hiver pour tenter de le vider. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le chiffre qui émerge de cette cabane, la différence de température entre l'intérieur du palais de cendres et le froid mortel de l'extérieur, allait fondamentalement changer la façon dont toute cette vallée construirait des maisons pour les 50 prochaines années. L'hiver de 1878 ne vint pas comme un doux déclin, mais comme une attaque féroce. Il commença par une tempête de neige la 2e semaine de décembre, qui ensevelit la vallée de Clearwater sous 4 pieds de neige, isolant chaque ferme. Mais la neige n'était que le prélude. Après la tempête, le ciel redevint d'un bleu éclatant et impitoyable, et les températures chutèrent. Pendant 7 jours consécutifs, la température ne dépassa jamais 0 degré, même sous le soleil de midi. La nuit, les températures chutaient au point de geler la sève des arbres,
les faisant craquer avec des bruits secs comme des coups de fusil. Le mercure du thermomètre officiel de la colonie atteignit un minimum de moins 32 degrés Fahrenheit. C'était un test brutal. Le froid ne se souciait ni de la tradition, ni de la dérision. Il ne se souciait que de la physique. À l'intérieur de la cabane des Vogel, une normalité étrange et merveilleuse régnait. Un petit feu dans le foyer en pierre maintenait l'unique pièce à une température confortable et constante. Annelise apprenait à Liesel à lire, toutes deux penchées sur un livre posé sur la petite table en bois. Jacob jouait avec son ensemble d'animaux en bois sculptés sur le sol. Tous portaient des chemises à manches courtes. L'air était si immobile que la flamme de leur unique bougie vacillait à peine. La chaleur n'était pas un flux intense provenant du foyer et se dissipant à 10 pieds de là, mais un état ambiant de la pièce elle-même. Les murs enduits de gris irradiaient une chaleur douce et persistante, libérant l'énergie stockée dans les gros rondins derrière eux. Karl avait empilé une grande quantité de bois de chauffage à l'extérieur, mais il l'utilisait à moins de la moitié du rythme des hivers plus doux précédents. La demeure a conservé sa chaleur. Si vous trouvez cette histoire d'ingéniosité et le triomphe silencieux de ceux qui ont fait taire les sceptiques captivant, veuillez envisager de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cette action nous permet de diffuser plus largement ces récits méconnus. Une situation radicalement différente se déroulait dans les autres habitations. Même une légère brise agissait comme un voleur implacable, aspirant la chaleur à travers d'innombrables fissures non scellées. Un froid palpable imprégnait la résidence de Silas Croft. La famille, représentant la lutte de la communauté, se serrait autour d'un foyer ardent, enveloppé dans toutes les couvertures disponibles. En seulement 5 jours, ils avaient consommé 1/3 de leur approvisionnement total en bois pour l'hiver. Le plancher était glacial, et un seau d'eau placé près du mur portait une épaisse couche de glace. Les railleries de Silas étaient restées piégées, inexprimées. Il était engagé dans une lutte prolongée, alimentant constamment les flammes insatiables, simplement pour éviter qu'elles ne s'éteignent. La dure réalité de son désespoir apparut le 5e soir. Son épouse commença à pleurer sans un bruit, fixant le berceau vide dans le coin de la pièce, fabriqué pour leur premier enfant décédé le printemps précédent. Silas, avec une expression sévère et déterminée, saisit sa hache, démonta le berceau et livra le bois d'érable sculpté à la main aux flammes. Il sacrifia des souvenirs chers pour la chaleur. Pour MacLeod, le constructeur expérimenté, cela représentait une profonde disgrâce professionnelle. Sa demeure, exemplaire par sa menuiserie précise et son respect des pratiques établies, s'avéra inadéquate. Bien qu'il l'eût scellé personnellement cet automne-là, il détectait des courants d'air froid partout. La basse température était plus que simplement désagréable. Elle représentait un danger mortel. Son épouse était malade, sa toux s'intensifiant dans l'atmosphère glaciale. Ils s'étaient confinés à une section de leur habitation, drapant des couvertures pour former une enceinte de fortune autour du foyer. Néanmoins, la température intérieure atteignait à peine 40 degrés Fahrenheit. Lui, un artisan expert, voyait sa plus belle création être défaite par un froid invisible et une puissance qu'il avait sous-estimée. Au 7e jour, alors que son approvisionnement personnel en bois diminuait dangereusement et que la fièvre de sa femme s'aggravait, Ewan MacLeod concéda sa défaite. Il enveloppa son épouse dans des pots, la plaça sur un traîneau et traversa la neige profonde vers l'endroit même qu'il avait autrefois méprisé. Il s'avança vers la douce lueur ambrée du palais de cendres. Annelise déverrouilla l'entrée. Ce qui le frappa d'abord, ce n'était pas la famille vêtue de vêtements légers, ni l'ambiance domestique tranquille. Au lieu de cela, c'était la sensation tangible de l'atmosphère. Il ne faisait pas torride, il faisait confortablement chaud, une chaleur profonde, enveloppante et complètement immobile. La sensation était comparable à celle de passer des profondeurs de l'hiver à une douce journée de fin de printemps. Un épais panache d'air chaud s'étendit autour de lui dans le crépuscule glacial.
Il aida sa femme à entrer et Annalise la plaça rapidement près du foyer. Après qu'elle eut reçu un bouillon réconfortant, Ewen resta sans voix, debout au milieu de la pièce. Il observa les surfaces grises et lisses, la lueur constante des bougies et les jeunes enfants satisfaits. Il tendit sa main découverte et ne détecta absolument aucun courant d'air. Il fit glisser sa paume sur le mur. Il n'avait pas la froideur de la pierre. Au lieu de cela, il était tempéré, presque vibrant. Il portait son thermomètre de poche personnel, une habitude professionnelle. Il le détacha de sa veste. Placé au centre de la pièce, loin de la cheminée, il affichait 63 degrés Fahrenheit. Il savait, même sans vérifier, que la température extérieure était tombée à moins 25 degrés Fahrenheit. Cela représentait une différence de 88 degrés. Annalise l'observa en silence. Elle sortit une unique plume douce d'un coussin. La lui tendant, elle suggéra doucement « Placez-la près du mur ». Il accepta la plume et la plaça près du joint où le mur rejoignait le sol, l'endroit où les courants d'air exerçaient généralement le plus de force. La plume resta absolument immobile. Semblant suspendue dans l'air, elle servait de preuve concluante. Cela offrait une confirmation visuelle simple de l'immobilité complète de l'air. C'était incontestable. Les lois de la physique avaient le dernier mot. MacLeod, le constructeur expérimenté, détourna son regard de la plume vers Annalise. Le constructeur, connu pour ses 30 structures et ses convictions inébranlables, baissa lentement la main. Il n'offrit aucune justification, ni ne présenta d'excuses élaborées. Sa défense fut exprimée avec une plus grande subtilité. Ce fut une prise de conscience plus profonde. Il resta immobile et silencieux pendant une longue période. La chaleur réconfortante de sa demeure servait de défi puissant et indéniable à toutes ses hypothèses précédentes. Son regard passa du mur à elle. « Montrez-moi comment vous l'avez préparé », demanda-t-il. Ce n'était pas seulement une reconnaissance d'erreur, c'était une véritable supplique pour des instructions. Plutôt que d'admettre son erreur, il chercha immédiatement à comprendre sa méthode correcte. Cela démontrait le plus grand respect professionnel. La période de dérision était terminée. Une phase d'apprentissage commençait. 2 jours passèrent avant que la glace ne commence à fondre. Cependant, l'état mental et émotionnel des habitants de la vallée de Clearwater avait subi une transformation irréversible. Cet hiver avait agi comme un arbitre inflexible. Son jugement était évident dans la disparité frappante entre le confort dont jouissaient les Vogel et les difficultés rencontrées par leurs voisins. Ewan MacLeod et sa femme, alors qu'ils récupéraient dans la chaleur constante de la cabane des Vogel, Ewan et sa femme devinrent les premiers et les plus enthousiastes élèves d'Annalise. Celui qui avait été son plus féroce détracteur était maintenant son plus fervent partisan. Il ne se contenta pas de mémoriser la formule. Au lieu de cela, il chercha à saisir le concept sous-jacent. Au bord de la rivière, lui et Anneli se tenaient ensemble. Elle lui montra la bonne façon de choisir l'argile et il l'observa tamiser la sambre. Elle précisa que les fines particules étaient cruciales. « Ce n'est pas un simple mur, Ewen, répéta-t-elle. C'est une couche protectrice. Cela empêche le vent de pénétrer dans la demeure. » Il interpréta ensuite sa technique en des termes familiers à un ouvrier du bâtiment de la frontière. « C'est comme du calfeutrage, mais de l'intérieur, » expliqua-t-il à un Silas Croft perplexe. « Cela scelle chaque ouverture dans le bois. » Au cours de ce printemps, une nouvelle entreprise vit le jour dans la vallée. MacLeod utilisa sa position de constructeur pour organiser des groupes de travail communautaires. Leur tâche n'était pas de construire de nouvelles habitations, mais d'améliorer celles existantes. Le palais de cendres cessa d'être une étiquette moqueuse. La méthode fut bientôt connue sous le nom de plâtre Vogel ou de scellement allemand. Les familles collaborèrent, excavant l'argile, collectant la sambre et appliquant le plâtre sur les murs intérieurs de leur résidence. Annelise, avec son approche calme et systématique, supervisa le processus de mélange,
vérifiant l'exactitude des proportions. Elle s'abstint de se vanter. Pas une seule fois elle ne prononça « Je vous l'avais dit ». Sa justification résidait dans le travail lui-même, dans l'acceptation silencieuse et croissante de son concept. À l'automne 1879, 7 cabanes supplémentaires avaient été isolées. L'année suivante, presque toutes les habitations de la vallée présentaient une surface intérieure lisse et grise. Les effets furent à la fois immédiats et frappants. La consommation de combustible dans toute la communauté diminua d'environ 40%. Les habitations se révélèrent non seulement plus confortables en hiver, mais aussi, étonnamment, plus fraîches pendant les mois d'été. La capacité thermique substantielle des bois isolés contrait efficacement la chaleur du jour. Cette avancée se diffusa subtilement, portée par les choix pragmatiques d'individus qui avaient survécu à un hiver rigoureux et reconnu une solution supérieure. La technique s'étendit rapidement aux vallées adjacentes. Elle fut transmise oralement par des proches, tels qu'un cousin ou un beau-frère, qui avait visité Clearwater et personnellement expérimenté l'amélioration. Le mélange simple d'argile, de sable, de cendres et de cheveux conçu par Annelies Vogel représentait un type de technologie traditionnelle qui précédait la science de la construction contemporaine de près de 100 ans. Aujourd'hui, les principes d'une barrière d'air interne, de la masse thermique et de l'atténuation des pertes de chaleur par convection constituent des piliers fondamentaux des pratiques de construction éco-énergétique. Dépourvus d'appareils scientifiques ou de calculs de flux thermiques, ces seuls atouts étaient une compréhension innée et intuitive des substances et une profonde appréhension de l'essence fondamentale de la chaleur. Elles percevaient le défi comme une question de physique plutôt que de simple construction. L'histoire du palais de cendres est devenue un mythe régional, commémorant l'humble immigrante qui a montré à toute une vallée comment atteindre le confort. Liselle et Jacob, ses enfants, ont été élevés dans un havre de paix, connaissant un confort d'enfance inégalé par leurs contemporains. Annalise et Karl ont passé leur vie dans leur ferme, leur existence servant de preuve de la force que l'on trouve en défiant les normes établies. Ils ne percevaient pas un défaut dans les compétences de construction de leurs voisins. Au lieu de cela, ils reconnaissaient une lacune dans leur compréhension de la dynamique invisible de l'air et de l'énergie thermique. Cette distinction n'était pas mineure, elle était fondamentale. La frontière servait de terrain d'essai rigoureux et implacable. Elle éliminait sans pitié les approches inefficaces et favorisait généreusement celles qui réussissaient. L'origine d'une idée n'avait aucune importance. Sa seule mesure était sa capacité à endurer l'épreuve sévère d'une nuit à 30 degrés en dessous de zéro. L'impact durable d'Annelies Vogel n'était pas documenté dans des textes ou gravé dans des monuments. Il se manifestait plutôt année après année par le confort subtil et persistant que l'on trouvait dans les habitations qui l'entouraient à travers toute la frontière. Les preuves les plus convaincantes n'étaient pas articulées verbalement. Elles étaient plutôt incarnées par la chaleur silencieuse et constante émanant d'une seule pièce. Nous espérons que ce récit a modifié votre perspective sur l'humble cabane en rondin. Si vous avez une histoire d'ingéniosité traditionnelle de votre famille ou de votre région, veuillez la partager dans la section des commentaires ci-dessous. De plus, assurez-vous de vous abonner pour d'autres récits de merveilles d'ingénierie souvent négligés. Avertissement. Ce récit est une réécriture romancée, s'inspirant de méthodologies de construction historiques. Les individus et les événements particuliers de cette histoire sont des produits de l'imagination, servant des objectifs narratifs. Cependant, les concepts scientifiques d'étanchéité à l'air et de masse thermique sont factuellement exacts. Pour toute entreprise de construction, recherchez toujours les conseils d'ingénieurs qualifiés et respectez strictement les réglementations de construction contemporaine.